Nous avons vu mon grand-père tuer mon oncle, puis retourner l'arme contre lui-même. J'ai 26 ans et je vis avec mon copain qui est actuellement sans emploi. C'est moi qui paie le loyer, et lui s'occupe de presque tout le reste. Il planifie les repas, il cuisine et il fait la vaisselle. Le week-end, il m'arrive de lancer une machine à laver, mais honnêtement, c'est à peu près la seule tâche que je prends en charge. Même les courses, c'est lui qui s'en occupe. Quand j'insiste pour cuisiner, il refuse gentiment, persuadé qu'il gère mieux l'équilibre alimentaire que moi. Et le plus étonnant, c'est que je n'ai jamais été aussi détendu. J'ai l'impression d'être redevenu une enfant à la maison, comme à l'époque où mes parents s'occupaient de tout. Je n'ai presque aucun stress. Je rentre du travail, je file à la salle de sport et je profite du reste de la soirée sans penser aux obligations domestiques. C'est une routine qui me paraît irréelle, comme si j'avais décroché une sorte de confort privilégié. En l'observant, toujours en train de découper des légumes, de surveiller une casserole ou de plier du linge avec minutie, je ressens un mélange de gratitude et d'étonnement. Parfois je le taquine, je lui demande s'il ne se transforme pas peu à peu en un parfait colocataire de luxe. Il sourit et me répond qu'il aime prendre soin de notre quotidien, que ça lui donne une structure dans sa période sans travail. Bien sûr, je souhaite qu'il trouve bientôt l'emploi qu'il mérite, je sais combien il en a envie et combien il en est capable. Mais au fond de moi, je ne peux pas m'empêcher de remarquer à quel point cette organisation simplifie ma vie. Tout semble plus facile, plus fluide, comme si j'étais libéré d'un poids invisible. Cette histoire me hante encore aujourd'hui. J'avais 18 ans à l'époque et mon petit ami de lycée et moi étions séparés. Nous étions restés en contact au fil des années et nous nous retrouvions parfois pour de petits rendez-vous lorsqu'il revenait en ville. Si nous nous étions quittés, c'était simplement parce qu'il avait déménagé. Un jour, il m'a avoué qu'il sortait avec une fille de 13 ans. Lui avait 19 ans. Il m'avait dit qu'elle était très mature pour son âge et que ce n'était pas grave puisqu'il n'avait pas de relations sexuelles. J'ai été complètement écœuré et j'ai coupé tout contact avec lui. J'avais présenté cet homme à ma petite sœur pendant des années, et je n'avais jamais imaginé qu'il était un prédateur. Je ne me souviens plus exactement de ce que je lui ai répondu, c'était il y a si longtemps, mais je sais que mes paroles n'étaient pas tendres. Je ne savais pas quoi faire et je crois que j'avais peur de provoquer des problèmes. Alors je n'ai rien fait, si ce n'est l'effacer totalement de ma vie. Je n'en ai parlé à ma famille que des années plus tard, parce que j'avais trop honte. Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais porté plainte. Mais à l'époque, j'étais encore une adolescente et je n'avais pas le courage de le faire. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir échoué. Mon partenaire et moi avons un bébé de 8 mois. Elle se réveille assez tôt, en général vers 6h30, et nous avons fini par accepter que les grasses matinées ne font plus partie de notre quotidien. Le samedi, c'est un peu particulier. Ma femme travaille au marché, discrètement, pendant son congé maternité. Elle part aux alentours de 7h. Comme d'habitude, je me lève avec la petite, mais dès que ma femme franchit la porte, je prends mon oreiller, une couverture, et je m'installe dans l'immense parc de 6 mètres sur 6 avec ma fille. J'allume Mrs. Rachel à la télé, je me cale confortablement et je m'endors. En général, je dors une bonne heure, parfois même 1h30 si ma fille reste absorbée par ce qu'elle regarde. Normalement, on limite son temps d'écran à 10 minutes par jour, mais le samedi est devenu une sorte d'exception tacite. C'est devenu mon rituel préféré de la semaine. La sensation d'être allongé à côté de ma fille, en sécurité dans ce grand espace fermé, tandis qu'elle est occupée et sereine, me procure un bien-être incroyable. Je me sens vraiment détendu, et c'est probablement le meilleur sommeil que je trouve depuis des mois. Ma fille semble aimer ce moment aussi. Elle s'amuse, elle rit parfois en regardant, et il m'arrive de l'entendre taper des mains pendant que je somnole. J'avoue que je séjourne souvent dans des auberges de jeunesse, même si j'aurais les moyens de prendre un hôtel.
La possibilité de partager un dortoir mixte avec des filles m'attire beaucoup. Pendant des années, ce n'était qu'un fantasme, il m'est arrivé de rencontrer quelqu'un, de prendre une chambre privée et de m'amuser un peu, mais rien de plus. Puis, il y a un an, je me suis retrouvé dans un dortoir mixte de Willy à Bangkok. Dans la chambre, il y avait un groupe de 6 personnes et une autre fille. Les 6 étaient bruyants, ne parlaient qu'entre eux, et quittaient la chambre à 7 heures du matin. J'ai dit à la fille qu'au moins nous aurions un peu de tranquillité maintenant, et j'ai même créé un petit lien en lui offrant du beurre de cacahuète que j'avais et qu'elle voulait. Elle a répondu que la nuit risquait d'être encore pire. À notre grande surprise, ce soir-là, personne d'autre n'est revenu. Nous nous sommes retrouvés tous les deux seuls dans la chambre. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle situation puisse se produire. Nous parlions allongés dans nos lits et l'ambiance est devenue un peu intime. J'ai plaisanté en disant « chez toi ou chez moi ?» et elle a répondu « chez moi ». En un saut, nous étions dans le même lit. Ce fut une nuit magnifique à tous égards. Nous nous sommes rencontrés sur Tinder il y a un an. J'avais utilisé le super like par accident, et le lendemain nous avons eu un match. Elle était toute excitée, parce que c'était son tout premier super like. Je me suis senti un peu coupable à l'idée de rompre le contact sans explication, ou de lui avouer la vérité, alors j'ai simplement commencé à discuter avec elle. Très vite, la conversation est devenue fluide et agréable. Notre premier rendez-vous a dépassé toutes mes attentes. Elle était encore plus belle en vrai que sur ses photos, ou peut-être que l'attirance physique s'est renforcée à mesure que je la découvrais. J'ai aimé sa manière de rire, ses gestes spontanés, et la façon dont elle semblait curieuse de tout. Depuis ce jour-là, notre histoire a continué à grandir naturellement, presque sans que je m'en rende compte. Et parfois, je repense à ce super like accidentel qui a tout déclenché. C'est étrange de se dire que le hasard, ou une simple maladresse, peut changer une vie entière. Je ne lui dirai jamais la vérité. Quand j'ai déménagé à Bangalore en 2023 pour mon premier emploi, j'ai d'abord eu du mal à me faire des amis. Après quelques mois, j'ai fini par trouver un groupe proche, mais ils étaient très différents de moi. Ils faisaient la fête, buvaient, fumaient et étaient très extravertis, alors que je n'avais jamais fait tout cela et n'avais même jamais été en couple. Pourtant, j'adorais leur compagnie car, pour la première fois, je me sentais incluse et appréciée. Mes années d'école et d'université avaient été assez monotones, surtout avec le Covid qui avait bouleversé tant de choses. Ils se moquaient souvent de ma vie ennuyeuse et m'ont convaincu de m'inscrire sur une application de rencontre, juste pour m'amuser. Totalement novice, je me suis attaché émotionnellement au tout premier garçon avec qui j'ai eu un match. Nous avons eu de super conversations, nous sommes sortis ensemble 2 fois et j'ai même commencé à imaginer un avenir avec lui. Plus tard, après une petite opération, il est venu me voir pour prendre de mes nouvelles et, sous le coup du moment, nous nous sommes embrassés et nous nous sommes caressés. C'était ma première expérience. Avec le temps, j'ai compris qu'il ne voulait qu'une relation superficielle, alors j'y ai mis fin. La même chose s'est reproduite avec un autre garçon et, quand j'ai compris qu'il avait les mêmes intentions, je l'ai bloqué aussi. Ces 2 garçons venaient de familles très respectées, avec de grandes études et des postes bien payés, ce qui rendait la situation encore plus douloureuse et déroutante. Cela m'a amené à me remettre en question, est-ce que je suis moi aussi une fille facile ? Parce qu'à leurs yeux, j'avais l'impression de n'être qu'une personne prête à leur offrir mon corps, alors que ce n'a jamais été ce que je voulais être. Je vais essayer de faire court. Il y a quelques nuits, je cherchais une vidéo à regarder et je me suis retrouvé à taper des recherches autour de vidéos de cabines à trous. Je suis tombé sur l'une d'elles, et au début je n'ai pas trop tilté. Puis j'ai reconnu le style de la cabine. Quelques secondes plus tard, j'ai eu comme un choc, j'ai cru me reconnaître dans la vidéo. Ce qui me fait penser que c'était bien moi, c'est qu'à un moment le type qui filmait a allumé une lumière pour mieux voir. La dernière fois que j'étais allé dans cette arcade pour adultes, je me souviens qu'une lumière s'était soudainement allumée de l'autre côté. Je m'étais même dit que c'était étrange sur le moment,
mais je n'avais pas cherché plus loin. Depuis que j'ai vu cette vidéo, je ne sais plus trop quoi penser. Entre le malaise, la surprise et une sorte de sentiment de perte de contrôle, je suis un peu déboussolé. C'est bizarre de se voir ainsi, sans l'avoir choisi, et de réaliser que ce qui te semblait juste une expérience privée se retrouve exposé. Désolé si ce récit paraît confus, j'avais juste besoin de le partager quelque part. Ça me pèse un peu de garder ça pour moi. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Merci de m'avoir laissé vider mon sac. Mon mari et moi avons 38 ans et nous sommes ensemble depuis 10 ans. Nous avons toujours eu une vie sexuelle active et pleine d'exploration, avec beaucoup de jeux et de pratiques diverses. Nous avions déjà essayé les plans à 3 il y a des années, mais des insécurités de ma part nous avaient fait arrêter. Je suis bisexuel, et avec le temps, le désir de retrouver l'intimité avec une femme s'est renforcé. Nous en avons parlé et décidé qu'il était temps de chercher une licorne, cette perle rare presque introuvable. Nous avons créé des profils sur Feeld et Tinder. Les réponses ont été nombreuses, car je suis une MILF assumée. Sur Feeld, beaucoup de couples comme nous avaient fini par abandonner et se tourner vers l'échange de partenaires. Nous, pas encore. Sur Tinder, j'ai eu beaucoup de likes, mais aucun ne me plaisait vraiment jusqu'à ce que je tombe sur elle. Appelons-la Maddy. Une jeune femme de 22 ans, incroyablement séduisante, belle et attirante. Je me demandais bien ce qu'elle pouvait vouloir d'une femme plus âgée comme moi. Pourtant, nous avons eu un match et commencé à discuter. Elle n'avait jamais vraiment cherché une petite amie, encore moins une relation impliquant un mari, mais nous avons accroché et décidé de voir où cela mènerait. Elle m'a confié qu'elle avait été irrésistiblement attirée par mes photos et qu'elle devait absolument me connaître. Elle est venue un mardi, et cette nuit-là a été intense, sexuelle et magique pour nous trois. C'était une alchimie brute, sans artifice, seulement 3 adultes se découvrant et s'abandonnant. Nous avons tous pris énormément de plaisir et avons décidé de recommencer. Le samedi suivant, elle est revenue. Après une longue balade en moto avec mon mari, nous avons préparé le dîner et passé la soirée autour d'un feu de camp. Une fois l'enfant couché, nous avons continué dehors avec des verres et quelques cigarettes. Mon mari a sorti un matelas près du feu et, peu à peu, la soirée a pris une tournure passionnée. Entre baisers, caresses et étreintes, la nuit s'est transformée en une fête d'essence qui a duré des heures. Elle a même passé la nuit avec nous, et nous avons tous passé le dimanche à nous câliner. Depuis, cela s'est reproduit plus d'une dizaine de fois. Une véritable complicité s'est installée entre nous trois, faite de respect, de confiance et de désir partagé. Je n'aurais jamais cru un jour ressentir de la joie en voyant mon mari embrasser une autre femme, et pourtant c'est le cas. Je suis heureuse pour lui, pour elle, et pour moi-même. Nous sommes tous les trois comblés, sans savoir exactement où cela nous mènera, mais en profitant de ce bonheur inattendu. Maddy est jeune, pleine de vie, et n'a jamais connu un homme bon avant de rencontrer mon mari. Elle découvre à quoi ressemble une relation saine et équilibrée. De notre côté, mon mari et moi sommes plus connectés que jamais. Jamais je n'aurais imaginé qu'accueillir une jeune femme dans notre vie renforcerait à ce point notre couple et notre bonheur. Nous avons chacun un lien authentique avec elle, et ensemble, l'alchimie est incroyable. Je sais bien que ce mode de vie ne convient pas à tout le monde, mais pour ceux qui se posent la question, oui, c'est possible de trouver du bonheur là où on ne s'y attend pas. Pour nous, une jeune femme de 22 ans est devenue une source immense de plaisir et de joie. Mon meilleur ami et moi couchons ensemble en secret depuis des années. Nous nous considérons tous les deux comme hétéros, mais un soir, pendant une soirée pyjama, on s'est mis à plaisanter et à se taquiner comme le font parfois des potes. Les choses ont vite dérapé et, avant même qu'on réalise vraiment ce qui se passait, on faisait l'amour. Ce qui est fou, c'est que c'était génial et qu'aucun de nous n'a paniqué après coup. À partir de là, ça a continué pendant longtemps, quasiment à chaque fois qu'on passait la nuit ensemble. Un soir pourtant, tout a changé. On faisait un peu trop de bruit et son père est venu vérifier si tout allait bien.
Il m'a littéralement surpris en pleine action avec son fils. Il a ouvert la porte, nous a vus, puis il est ressorti immédiatement sans dire un mot. On n'en a plus jamais parlé avec lui. Mais cette gêne nous a marqués et, pendant plusieurs mois, mon ami et moi avons arrêté. On évitait même le sujet par honte ou par peur. Puis, il y a quelque temps, on est parti camper ensemble. La deuxième nuit, il m'a demandé d'un ton un peu timide s'il pouvait voir mon sexe. Quelques minutes plus tard, on avait replongé et on recouchait ensemble dans la tente. Et c'était incroyable. On se trouve attirant parce qu'on est très proche et aussi parce qu'il a un côté assez féminin. Mais on n'éprouve pas ce genre d'attirance pour d'autres hommes. C'est ça qui rend la situation à la fois excitante et troublante. Parfois j'ai l'impression que c'est mal ou trop étrange, et en même temps, c'est ce qui rend l'expérience encore plus intense. Aujourd'hui, seul lui, moi et son père sommes au courant de cette histoire. Il y a environ une semaine, j'ai subi une opération pour enlever une tumeur, la biopsie est revenue négative, heureusement. J'étais complètement assommé par l'anesthésie pendant des heures et, comme l'intervention concernait l'abdomen, il m'était extrêmement douloureux de marcher ou même de m'asseoir. Comme c'était une chirurgie gynécologique, les infirmières m'ont mis une protection, en expliquant qu'il pouvait y avoir beaucoup de saignements après ce type d'opération et que c'était plus simple à gérer qu'une serviette et des sous-vêtements. J'étais trop groggy et trop douloureuse pour m'en préoccuper. Elle m'avait aussi dit qu'elle voulait que j'essaie d'aller aux toilettes et que je devais les appeler pour qu'elles m'accompagnent, afin de vérifier que tout fonctionnait correctement. Pendant des heures, je n'ai fait que dormir et me plaindre de la douleur. Puis, à un moment, j'ai eu faim et je me suis dit que je ferais bien d'aller aux toilettes pour qu'elles arrêtent de me poser la question sans cesse. J'ai bu beaucoup d'eau et, une demi-heure plus tard, je leur ai dit que j'étais prête. Elles m'ont donc accompagné jusqu'aux toilettes. Avec la disposition de la chambre, j'ai même dit qu'elles pouvaient laisser la porte ouverte si elles avaient besoin de surveiller, que ça ne me dérangeait pas. Comme il me faisait mal de rester assise ou debout, elles ont dû m'aider à m'installer, à enlever la protection et à placer le collecteur. C'est là que j'ai découvert que la protection contenait une selle dont je n'avais même pas conscience qu'elle s'était produite. J'étais absolument mortifié. 19 ans, et je venais d'avoir un accident sans même m'en rendre compte. Ça m'a instantanément fait redescendre de l'anesthésie. Je sentais mon visage brûler de honte, je fixais le sol, et l'infirmière a seulement dit que c'était une bonne nouvelle car cela montrait que mon système digestif fonctionnait bien. Elle me répétait de ne pas m'inquiéter, mais moi j'étais au contraire très inquiète et pas du tout convaincu que ce soit une bonne chose. Je suis finalement allé aux toilettes sans problème majeur, même si cela faisait mal, mais pas autant que ma dignité blessée. Ensuite, les infirmières ont dû m'aider à remettre une nouvelle protection pour le reste de la journée. Je les ai recroisées plusieurs fois après ça et j'étais à chaque fois gêné au possible. Le plus absurde dans tout ça, c'est que je n'ai finalement pas beaucoup saigné. Clairement pas assez pour justifier le port d'une telle protection. Je n'ai même pas pu faire semblant de croire qu'elle avait été changée à cause du sang, non, c'était bien à cause de moi. Depuis le début, cette fichue tumeur n'a fait que me voler ma dignité. Je ne savais pas vraiment qui il était. Quand j'étais enfant, j'avais un énorme coup de cœur pour un jeune acteur. J'avais ses posters accrochés au mur, j'écrivais à son sujet dans mon journal intime, bref j'étais complètement fasciné par lui. Des années plus tard, un soir, je suis entré dans un bar de mon quartier et je l'ai vu. Mon ancien crush, en chair et en os, assis seul. Je l'ai reconnu immédiatement malgré le temps qui avait passé. J'ai trouvé le courage d'aller lui parler et je l'ai invité à rejoindre mon groupe d'amis. Il restait très discret sur son identité, presque comme s'il cherchait à passer incognito, et aucun de mes amis ne l'a reconnu. Il faut dire qu'il n'est plus sous les projecteurs depuis longtemps et qu'il a un peu changé physiquement, mais à une époque, tout le monde de ma génération savait qui il était. Plus tard dans la soirée, nous sommes allés ensemble dans un autre bar. On a échangé nos numéros et, par la suite, on s'est vu plusieurs fois en tête-à-tête. J'ai vite compris qu'il ne voulait surtout pas que quelqu'un découvre qui il était. Alors j'ai fait comme si je n'avais aucune idée de son passé.
Puis, sans raison particulière, notre lien s'est éteint. On a cessé de se parler, presque naturellement. Avec du recul, je me demande s'il n'a pas deviné que je connaissais son secret. J'éprouve une petite culpabilité de ne jamais lui avoir avoué que je savais, mais en même temps je suis certaine qu'il aurait été mal à l'aise s'il avait appris à quel point j'étais obsédé par lui quand j'étais plus jeune. Je crois que je ressentirais plus un soulagement qu'une dévastation si ma fille venait à mourir soudainement. Cela peut paraître brutal, mais la vérité, c'est que je la pleure déjà depuis des années. Quand elle a été diagnostiquée bébé, j'ai pleuré la personne qu'elle aurait pu devenir. Quand elle a atteint la puberté, j'ai pleuré la petite fille douce qu'elle avait été avant. Ma fille, appelons-la Anne, aura 18 ans le mois prochain. Le lendemain de son anniversaire, je serai au tribunal pour demander la tutelle complète. Bien qu'elle devienne légalement adulte, elle a en réalité le développement d'une enfant de 7 ans. Quand Anne était bébé, elle a commencé à avoir des crises d'épilepsie, fréquentes et sévères. Elle a fini par subir une opération radicale pour les arrêter, c'était la seule option. Le diagnostic était sombre, retard global du développement, avec la possibilité qu'elle ne marche jamais, ne parle jamais et ait besoin d'une assistance à vie. Après l'opération, ces crises ont cessé pendant 2 ans, ce qui nous a offert une courte fenêtre d'espoir. Quand elles sont revenues, elles ont finalement été maîtrisées grâce aux médicaments. Anne a bien progressé dans ses premières années. À la maternelle, elle était au niveau de ses camarades sur le plan scolaire. Elle marchait, parlait sans arrêt et débordait de douceur. Puis, elle a cessé d'évoluer. Son développement s'est figé. Elle a été transférée dans une autre école que ses frères et sœurs et placée en classe spécialisée à plein temps. En entrant en CM2, sa vie a pris un nouveau tournant. Le premier jour d'école, elle a fait une crise tonico-clonique. Puis une autre, et encore une autre, dans les semaines suivantes. Ses médecins ont augmenté son traitement jusqu'à la dose maximale recommandée pour son poids, sans succès. Un second médicament a été ajouté dans l'espoir de reprendre le contrôle des crises. Il s'est avéré qu'elle entrait en puberté et que ces crises étaient peut-être liées aux changements hormonaux. La puberté peut bouleverser le corps. Quand le Covid est arrivé et que les écoles ont fermé, tout a changé. Son comportement est devenu imprévisible et intense, des colères que nous n'arrivions plus à gérer, des agressions soudaines pour des broutilles, comme le fait de ne pas avoir la place à l'avant de la voiture. Elle se mettait à frapper, essayait même de m'atteindre par derrière. Elle est devenue possessive, refusant que sa sœur soit près de moi ou même partage l'espace dans la cuisine. L'atmosphère à la maison est devenue tendue, fragile, comme si nous marchions sur des œufs. Nous avons commencé la BA pendant la fermeture des écoles. Cela a aidé un peu, mais les difficultés sont restées. Quand on lui a diagnostiqué l'autisme à 13 ans, cela nous a permis de comprendre certaines de ses attitudes de contrôle, mais cela n'a pas rendu le quotidien plus simple. Les années suivantes ont été extrêmement difficiles. Je ne pouvais plus voyager avec elle, la moindre perturbation de sa routine déclenchait une perte totale de contrôle et je devenais la cible de sa frustration. Elle me frappait, m'attrapait les cheveux, me poussait. Mon fils aîné sentait souvent qu'il devait intervenir pour me protéger, se plaçant entre nous pendant ces crises. Voir cela me brisait le cœur. J'ai tout essayé pour aider Anne à retrouver une certaine stabilité, thérapie, ajustements médicamenteux, compléments alimentaires, mais rien ne semble fonctionner. Elle a commencé sa dernière année de lycée cet automne et je suis déjà anxieuse de ce que l'année prochaine nous réserve. Anne a le droit de rester scolarisée jusqu'à ses 21 ans, mais le district ne propose que des demi-journées pendant les 3 prochaines années. Elle s'épanouit dans les environnements structurés et adore le sport, notamment les spéciales olympiques, mais cela n'a lieu qu'une fois par semaine. L'idée qu'elle soit plus souvent à la maison, avec moins de soutien et moins d'activité, me terrifie. Cette semaine a été particulièrement éprouvante. Pendant 3 jours de suite, elle est devenue physiquement agressive avec moi. Ce matin a été très dur. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas mettre son manteau d'hiver pour aller à l'école, il faisait 27 degrés dehors. Elle a refusé de l'enlever et a dit qu'elle n'irait pas.
Quand je lui ai dit que je devrais lui prendre son téléphone, elle a commencé à me frapper. Elle refusait de mettre ses chaussures et a fini par me frapper au visage avec l'une d'elles. J'ai de l'anxiété rien qu'à l'idée de me réveiller demain. Chaque fois que je passe sous un pont, j'imagine ce que ce serait de sauter. Je me sens nerveuse quand elle sort de sa chambre, comme si mon corps se préparait à encaisser quelque chose. Penser à l'avenir me remplit d'effroi. J'aime Anne profondément, mais il est difficile d'être avec elle. Je déteste la part de moi qui se demande si la vie ne serait pas plus facile sans elle. J'ai découvert que pendant 2 mois, mon cousin couchait avec ma copine. Mon cousin est un type dont je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais disons qu'il trempe dans pas mal d'activités illégales, surtout liées à la vente de drogue et à d'autres affaires encore plus louches. Quand je l'ai appris, ça a explosé au dernier repas de famille, dans un restaurant. C'est là que j'ai découvert, en plus, que mon ex lui donnait de l'argent pour l'aider à régler ses dettes issues de ces histoires pas très nettes. Autant dire que j'ai pris une double claque. Depuis, l'idée me trotte dans la tête, aller voir la police, raconter tout ce que je sais de lui, dénoncer toutes ses magouilles et le faire envoyer en prison. Une part de moi a envie de le voir payer pour ce qu'il m'a fait, pour la trahison, pour tout le reste. Mais en même temps, je ne sais pas si je serais prêt à assumer tout ce que ça impliquerait dans la famille. Il y a un peu plus d'1 an, je suis tombé par hasard sur d'anciens documents médicaux de mon enfance. Ils indiquaient que j'avais passé un test de QI vers l'âge de 4 ans et que les scores étaient très bas, dans les 50. Un autre document médical mentionnait que j'étais considéré comme souffrant d'un retard mental ou de troubles du développement. Il y avait aussi une note indiquant qu'un test pour le syndrome de l'X fragile devait être réalisé, mais je n'ai jamais trouvé d'autres documents confirmant un diagnostic dans le reste des papiers. Tout cela devrait être impossible. Ça ne me semble pas réel. Tout ce que j'ai accompli serait alors un mensonge. Je ne pourrais tout simplement pas avoir travaillé sur ce sur quoi j'ai travaillé pendant les 2 dernières décennies. Sans entrer dans les détails pour ne pas me mettre en danger, je peux dire que mon nom figure comme auteur ou co-auteur de plusieurs articles dans la communauté scientifique. J'ai également obtenu des diplômes et des certifications. Je ne suis pas docteur en sciences et en ingénierie, mais mes spécialités se situent dans l'analyse. Je ne comprends tout simplement pas comment cela peut être réel. Si j'avais vraiment un QI si bas, je ne devrais pas être capable de réaliser tout cela. Je ne devrais pas être capable d'écrire des articles de recherche et de signer des publications scientifiques, des journaux, etc. Cela ne devrait tout simplement pas être possible. C'est vrai que j'étais souvent confus enfant et que je n'avais pas de très bonnes notes, mais j'ai grandi avec d'autres qui n'étaient pas excellents non plus. J'étais plutôt un enfant paresseux qui ne faisait jamais ses devoirs, mais qui, étrangement, obtenait de bons résultats au test. Je me souviens même qu'au cours d'une évaluation en 4e année, on m'avait dit que j'avais un niveau de lecture universitaire. Aujourd'hui, je me sens comme un imposteur et je me demande si toute ma vie n'a pas été une sorte de tromperie. Rien de ce qui m'est arrivé ne devrait être possible si ce diagnostic médical était vrai. Je devrais vivre dans un centre spécialisé, travailler au mieux comme emballeur dans un supermarché. Je ne devrais pas être capable de garder un emploi stable ni d'avoir des relations durables. Je garde ça pour moi depuis plus de 5 ans, mais je n'en peux plus, même si certains diraient que j'aurais dû continuer à me taire. J'aimerais que ce soit une blague, mais non, laissez-moi expliquer. Tout a commencé à l'adolescence. Je n'avais pas assez d'argent pour avoir une vraie réserve de chaussettes, donc je les portais plusieurs fois de suite tant qu'elles ne sentaient pas trop. J'ai fini par sortir de cette habitude en grandissant, avec un peu plus d'argent et d'organisation. Mais à ce moment-là, c'était trop tard, j'avais développé un pied d'athlète. J'ai acheté de la crème, suivi les indications et j'ai fini par m'en débarrasser. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué quand j'avais cette infection. Quand je passais de l'eau chaude dessus, la sensation était presque sexuelle. Comme une démangeaison qui se soulage d'un coup, une sorte de relâchement qui ressemblait à une jouissance. Ça paraît complètement fou, mais c'est réel.
On peut aussi masser, mais il faut être prudent parce que la peau devient vite sensible et ça finit par brûler. C'est comme ça que j'ai découvert l'eau chaude, qui donnait une sensation intense sans me blesser. Et voilà le problème. Même si je sais que je devrais me débarrasser définitivement de cette condition, surtout pour nager, ou simplement pour ma santé et mon confort, je lutte à cause de cette dépendance étrange. Bonjour à tous. J'ai 29 ans et je suis ami avec ma meilleure amie depuis l'enfance. Elle a le même âge que moi et a eu quelques relations amoureuses. Les 2 premières ont duré environ 3 à 4 ans chacune. Dans chacune d'elles, elle évitait la sexualité. Elle disait que si c'était juste pour avoir des rapports réguliers, autant se contenter d'une relation de type ami avec bénéfice, et qu'à ses yeux les sorties et le temps passé ensemble avaient plus d'importance. Elle est toujours vierge, tout comme son compagnon actuel, et je lui ai toujours répété que ce n'était pas un problème, qu'elle devait simplement attendre le moment où elle se sentirait prête. Mon mari et moi l'avons présentée au meilleur ami de mon mari, qui a 31 ans, et la relation semble bien se passer. Cependant, ce meilleur ami a confié à mon mari qu'il commençait à se sentir frustré, car après 1 an de relation, il n'y avait toujours eu aucun rapprochement physique. Elle n'est pas religieuse et elle a précisé qu'elle n'était pas asexuelle. Lui a dit qu'il pouvait attendre jusqu'à la nuit de noces, mais elle trouve toujours des excuses, et le plus intime qu'ils aient partagé se limite à des baisers ou à des câlins. Il a expliqué que lorsqu'ils s'embrassent, elle se retire doucement et reste à le fixer. La seule fois où il a essayé de suggérer un rapprochement au lit, elle a répondu qu'elle devait plutôt préparer ses affaires. À mes yeux, il devrait lui en parler directement au lieu de se confier à mon mari. Je ne veux pas prendre parti, mais je me demande s'il est dans son tort ou si c'est elle. Il savait déjà qu'elle avait ce comportement et malgré tout il a voulu apprendre à la connaître. Il a même mentionné de façon détendue la possibilité de la demander en mariage, mais elle a réagi comme si c'était trop tôt. Cela fait 1 an qu'ils sont ensemble, lui a 30 ans et elle presque 29. Elle a hérité de la maison de ses grands-parents, et lorsqu'il lui a proposé d'emménager, elle a éludé la question. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Brad, j'ai 19 ans et je viens du Midwest. Ma famille est pentecôtiste, j'ai donc grandi avec des croyances religieuses très strictes. J'ai aussi été scolarisé à la maison, ce qui fait que j'ai mené une vie assez protégée, presque isolée. Je n'ai jamais eu de petite amie et je suis encore vierge. Je n'ai pratiquement jamais vu de nudité, à part quelques accidents familiaux, ce qui était juste gênant et désagréable. Bref, notre église organisait récemment une sortie pour distribuer des tracts et inviter les gens à notre barbecue de la fête du travail. Nous étions dans un complexe d'appartements, en binôme, et j'étais associé à l'épouse du pasteur. En traversant une allée, une bourrasque a arraché un flyer de sa main et elle s'est mise à le poursuivre. Au moment où elle s'est penchée pour le ramasser, une autre rafale a soulevé sa robe très haut, jusqu'au milieu du dos. Elle portait bien des sous-vêtements, mais il s'était déplacé et tiré un peu sur le côté. J'ai alors aperçu, l'espace d'une seconde, ses poils pubiens et une partie de son intimité. Elle s'est immédiatement redressée et a tiré sur sa robe, mais cette image m'est restée. Depuis ce jour-là, je n'arrête pas d'y repenser. Je me surprends même à me masturber en revivant mentalement ce que j'ai vu. Cela me fait culpabiliser, mais en même temps, je n'arrive pas à l'empêcher. J'ai découvert que ma femme, avec qui je suis marié depuis 21 ans, me trompe depuis au moins 4 ans. Elle croit toujours que je ne suis au courant de rien. En réalité, je l'ai appris il y a déjà plusieurs années, mais je me sens incapable de la quitter parce que j'ai un très petit pénis et que nous avons déjà construit une vie ensemble, avec une famille. J'ai dépassé la 50aine maintenant et je ne pense pas pouvoir retrouver une autre femme et tout recommencer. Nous avons toujours reconnu dès le départ que notre vie sexuelle n'était pas idéale, puisque j'ai du mal à la pénétrer. Malgré cela, nous nous aimions et nous nous projetions ensemble dans l'avenir, alors nous avons essayé différentes choses au fil des années pour maintenir un peu d'excitation dans notre couple, mais manifestement cela n'a pas suffi. Je ne sais pas quoi faire.
Je l'aime toujours et je sais qu'elle m'aime aussi, mais elle me trompe. J'ai essayé de l'ignorer pendant longtemps et j'ai fini par l'accepter en quelque sorte, comme si c'était un compromis nécessaire dans notre relation. Je sais que je ne peux pas la satisfaire sexuellement, mais je l'aime profondément et elle reste la mère de mes enfants. C'est une situation gênante et douloureuse. Nous gardons malgré tout une bonne complicité, même si je ressens parfois de la colère envers elle. Elle reste attentionnée envers moi et notre famille, et elle est une excellente mère pour nos enfants. Je pense qu'elle me trompe uniquement à cause de mon problème. C'est très embarrassant d'en parler, mais c'est la réalité. Chaque soir, quand j'entends mon colocataire rentrer, je saisis mon téléphone, je le pose face contre la table de nuit et je fais semblant de dormir. C'est devenu une véritable habitude. J'entends ses clés dans la serrure, la porte qui grince, et aussitôt mon réflexe est de me retourner et de fermer les yeux. Ce n'est pas que je ne l'aime pas, au contraire. C'est un type sympa et je ne regrette pas de vivre avec lui. Parfois, on passe même de super soirées ensemble, à sortir boire un verre ou à jouer jusqu'à tard. Mais il a toujours besoin d'avoir sa petite conversation quand il rentre, même s'il est minuit passé. Et moi, à cette heure-là, quand je somnole déjà, je n'ai plus du tout l'énergie pour ça. Le plus étrange, c'est que je culpabilise. J'ai l'impression d'être froid, de lui fermer la porte au nez. Je n'ai rien dit parce que je ne veux pas qu'il se sente rejeté ou qu'il pense que je m'en fiche de lui. La vérité, c'est que j'ai simplement besoin de ce temps de silence avant de dormir, un moment rien qu'à moi, pour me détendre sans avoir à parler à qui que ce soit. Parfois, j'imagine ce qui se passerait si je lui avouais. Rien que de penser à son visage en apprenant que je fais semblant de dormir depuis des semaines pour éviter les bavardages, je recule aussitôt. Alors je continue ma petite mise en scène, soir après soir. Cela va sans doute paraître ridicule mais j'ai besoin de vider mon sac parce que la culpabilité me ronge. Je travaille à domicile depuis environ 8 mois, depuis que mon entreprise est passée en télétravail complet. Mon poste consiste surtout en de la saisie de données et quelques emails de service client, rien de très compliqué. Le problème, c'est que la plupart du temps, je ne travaille pas vraiment de chez moi. Ce que je fais, c'est que je me lève, j'allume mon ordinateur, je me connecte sur tous les outils de travail, je mets mon statut en « disponible » et je range aussitôt mon ordinateur portable dans mon sac. Ensuite, je pars au centre commercial. Oui, au centre commercial. J'y ai trouvé un coin tranquille dans le food court, près d'un Sbarro, où il n'y a presque jamais personne et où le Wi-Fi est gratuit. Je m'installe là toute la journée, entre deux petites virées dans les boutiques. Le plus fou, c'est que je suis en réalité plus productif là-bas que je ne l'ai jamais été chez moi. Le simple fait d'être entouré de gens sans avoir à interagir avec eux m'aide à me concentrer. Et quand je me lasse ou que je me sens frustré, il me suffit de marcher un peu, de prendre un bretzel, de faire du lèche-vitrine pendant 20 minutes et je reviens plus motivé. Mes collègues me voient comme quelqu'un de très investi en télétravail parce que je réponds toujours rapidement aux messages et qu'on n'entend jamais de bruit de fond lors de mes appels. Ils ignorent totalement que je leur écris souvent en étant assis à côté d'un stand de hot-dog. Avec le temps, j'ai même lié des relations avec certains employés du centre commercial. La vendeuse d'Anti Anne connaît déjà ma commande habituelle, le vigile discute régulièrement avec moi de sport, et le vendeur de GameStop semble avoir un faible pour moi. C'est comme si je m'étais inventé une double vie. Je sais que ce n'est pas vraiment mal, puisque je fais mon travail correctement et que je respecte les délais, mais le mensonge permanent sur l'endroit où je me trouve finit par me peser. Pendant les visioconférences, il m'arrive de couper mon micro à cause de la musique de fond ou des annonces du centre. La semaine dernière, lors d'une réunion d'équipe, j'ai même prétexté des travaux bruyants chez moi alors qu'en réalité, c'était la maintenance des escalators. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à faire ça ni pourquoi je continue. Peut-être que la solitude du télétravail m'a simplement trop pesé et que j'avais besoin de sentir une présence humaine autour de moi. Le plus ironique, c'est que j'ai même réussi à économiser de l'argent pour des vacances l'an prochain. Une partie vient de petits gains de jeux en ligne,
mais la majorité vient surtout du fait que je n'achète plus compulsivement sur Internet quand je m'ennuie à la maison. Par contre, je dépense sûrement beaucoup trop en bretzel et en orange Julius. J'ai 24 ans, je suis une étudiante complètement fauchée. Je n'ai aucun soutien de mes parents et mon petit boulot de caissière dans une station-service ne me permet à peine de survivre. Je peux rarement m'acheter de vraies courses. La plupart du temps, je me nourris de burritos à 2 $ de chez Taco Bell. Mais ces dernières semaines, mes heures de travail ont encore été réduites et mon budget est devenu encore plus serré. Je n'avais même plus de quoi me payer ces burritos. Hier soir, j'étais allongé dans mon lit, l'estomac qui grondait, et la faim ne me laissait pas fermer l'œil. J'ai fini par sortir marcher pour me changer les idées. En me baladant dans la nuit, j'ai aperçu un Big Mac à moitié entamé. Sans réfléchir, je l'ai ramassé et je l'ai mangé. C'était infect, et peu après j'ai commencé à me sentir mal. J'ai fini par vomir, et mon ventre était encore plus vide qu'avant. Et maintenant, je me retrouve de nouveau au point de départ, affamé, en train d'écrire ces lignes. Il y a 5 ans, j'avais 26 ans, je venais de terminer mon master et j'avais fait une rencontre sur Bumble. Elle avait 33 ans, si je me souviens bien. Nous avons décidé d'aller à l'Olive Garden pour un premier rendez-vous tout simple, mais dès les premières minutes, elle s'est révélée être probablement la personne la plus impolie avec qui j'avais jamais eu un rendez-vous. Dès le départ, elle a fait une remarque méprisante sur le restaurant, en expliquant que c'était un endroit réservé aux radins qui essayaient de se montrer romantiques. Elle a ensuite parlé de sa carrière brillante et de son indépendance. Je ne comprenais pas très bien où elle voulait en venir. Puis, avant même que la nourriture n'arrive, elle a sorti un rapport médical attestant qu'elle n'avait aucune maladie sexuellement transmissible et m'a demandé si j'avais apporté le mien. Je trouvais cette démarche complètement incongrue pour un premier rendez-vous. Mais, d'après elle, je correspondais à plusieurs de ses critères, j'étais grand, diplômé, ancien joueur de baseball universitaire. Elle m'a rapidement expliqué qu'elle ne cherchait pas une relation. Son objectif était d'avoir un enfant, et elle voulait un donneur de sperme sans passer par les frais et la complexité d'une clinique. J'étais partagé entre une sorte de colère et une fascination étrange pour son comportement, d'autant plus qu'elle se montrait désagréable avec la serveuse et me parlait avec condescendance. Finalement, j'ai accepté, à condition de ne pas être impliqué dans sa vie ou dans celle de l'enfant. C'était exactement ce qu'elle souhaitait. Lors de notre deuxième rencontre, j'ai apporté mes résultats médicaux. Elle a même ironisé sur le fait que je n'avais eu que 2 partenaires dans ma vie. Pendant les 3 ou 4 mois qui ont suivi, nous nous sommes régulièrement vus. Je passais chez elle ou elle venait chez moi, et elle trouvait toujours quelque chose à critiquer. Notre relation était centrée uniquement sur le sexe, de manière presque mécanique, parfois plusieurs fois par jour le week-end. Je ne la supportais pas, mais j'avais une sorte de curiosité malsaine pour cette situation et j'attendais de voir jusqu'où cela irait. Elle me répétait sans cesse de ne pas m'attacher, ce qui n'était de toute façon pas le cas. Son idée était claire, une fois enceinte, elle disparaîtrait, mais reviendrait peut-être plus tard si elle voulait un deuxième enfant. Elle n'est jamais tombée enceinte de moi. Elle a alors décidé d'élargir son cercle et d'ajouter d'autres hommes à son projet, presque de manière obsessionnelle. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté et que je lui ai dit que je ne voulais plus participer. Quelques mois plus tard, elle a fini par tomber enceinte d'un autre. Avec le recul, ces 3 ou 4 mois restent pour moi une expérience étrange et presque amusante à repenser, malgré l'absurdité de la situation. Quand j'étais à la fac, j'étais en cours assis à côté de ma meilleure amie. Elle s'ennuyait, faisait défiler son téléphone et jouait sur Snapchat. Au bout d'un moment, elle m'a dit qu'elle voulait me montrer quelque chose. Elle a ouvert la section privée My Eyes Only, a tapé le mot de passe juste devant moi et, à l'instant où l'écran s'est affiché, j'ai compris que ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait que je voie. Il y avait ses photos intimes, y compris une d'elle les jambes largement écartées. Elle a aussitôt retiré son téléphone de mes yeux et son visage est devenu cramoisi. De mon côté,
J'ai baissé la tête comme si je n'avais rien remarqué, mais c'était impossible qu'elle croie réellement que je n'avais pas vu. On n'a pas échangé un mot sur ce qui venait de se passer, ni pendant le reste du cours ni par la suite. C'est resté suspendu entre nous, comme un secret dont on ne voulait ni l'un ni l'autre prononcer l'existence. Avec le recul, c'est ce détail qui me perturbe. Pourquoi ouvrir ce dossier, devant moi, en plein milieu du cours? Est-ce que c'était une simple erreur, une inattention totale, ou bien une façon maladroite d'attirer mon regard vers un côté d'elle qu'elle ne me montrait pas d'habitude? Le silence qui a suivi a tout figé. Pendant un moment, j'ai même cru percevoir dans son attitude une sorte de nervosité mêlée de curiosité, comme si elle guettait ma réaction. Mais rien n'a jamais été dit, et l'épisode est resté là, enterré entre nous, avec toutes les questions qu'il soulève encore. J'ai dit la vérité à un membre de ma famille suicidaire en affirmant que tout le monde serait mieux sans lui, et il est passé à l'acte. Je ne ressens aucun remords. Le mariage de mon beau-frère Marc s'est effondré. Nous pensions que c'était à cause de son alcoolisme et de sa consommation de drogue. Toute la famille essayait de l'aider jusqu'à ce qu'on découvre qu'il avait en réalité frappé sa femme à 4 reprises, la dernière fois l'envoyant à l'hôpital avec une fracture de l'orbite. Il n'avait plus le droit de voir ses enfants ni de s'en approcher. Il était ensuite allé vivre chez une tante âgée de 83 ans. Un soir, elle nous a appelés en disant qu'elle ne savait plus quoi faire parce qu'il était en train de tout casser. Elle ne voulait pas appeler la police mais nous l'avons fait sur le chemin. Quand nous sommes arrivés, il était assis dans le jardin menotté, hurlant des insultes contre nous et contre les policiers. Il avait ravagé sa cuisine et était sous l'emprise de l'alcool et des drogues. Elle n'a pas porté plainte et l'a repris quelques semaines plus tard. Nous continuions à lui téléphoner et à passer la voir pour vérifier qu'elle allait bien. Elle en donnait l'impression, mais nous avons quand même contacté les services sociaux pour signaler un cas de maltraitance envers une personne âgée. Après enquête, ils ont conclu que ce n'en était pas un, ce qui a créé une tension entre nous. 7 ou 8 mois plus tard, elle nous a de nouveau appelés en disant qu'il menaçait de tuer son chat si elle ne lui donnait pas d'argent. Cette fois nous ne sommes pas passés par la police car je voulais en venir aux mains avec lui. Quand nous sommes arrivés, il était parti mais avait frappé le chat. Heureusement l'animal allait bien. Elle nous a expliqué qu'il avait commencé à tout casser parce qu'elle refusait de lui donner sa carte bancaire pour acheter de la drogue. Il avait pris des objets dans la cuisine pour les revendre et au fil du temps on a découvert qu'il avait aussi volé et vendu d'autres choses comme des DVD et un lecteur. Nous avons rappelé la police qu'il avait déjà interpellé pour un autre problème. Elle nous répétait qu'il lui faisait peur mais que ce n'était pas de sa faute et qu'elle allait malgré tout le reprendre car elle ne savait pas où il irait sinon. Il a écopé d'une peine avec sursis à cause de l'autre affaire et est revenu vivre chez elle. À ce moment-là nous avons de nouveau prévenu les services sociaux et la police pour maltraitance sur personnes âgées. Pendant leur enquête, elle a malheureusement fait un AVC et a dû aller vivre chez un autre membre de la famille. Son projet était de vendre sa maison et de financer un logement adapté. Mais il refusait de partir. Un soir il a brisé 3 de ses fenêtres, sa télévision et une vitrine. Il a été envoyé en prison pour 6 mois. Durant cette période nous avons continué à lui rendre visite et sommes devenus proches. Elle a fini par emménager chez nous. Elle a vendu sa maison, partagé l'argent avec les autres membres de la famille et a dépensé quelques milliers d'euros pour aménager notre maison afin qu'elle soit adaptée, rampe pour fauteuils roulants etc. Elle restait en contact avec Marc au début, disant qu'elle avait peur de ce qu'il ferait si elle coupait les ponts. Nous avons essayé de l'aider mais elle refusait constamment. Il est venu une fois à une fête de famille et l'a vue. Cela s'est terminé en dispute car il disait à un autre membre de la famille qu'on la contrôlait et qu'elle voulait lui donner de l'argent mais qu'on l'en empêchait. Il ajoutait qu'il aurait pu avoir la maison si ce n'était pas à cause de nous. La famille a pris notre défense et il a été prié de partir. Après son départ, elle nous a confié qu'elle ne le supportait plus, qu'elle ne voulait plus le voir et qu'il ne devait pas être autorisé à entrer chez nous. Nous avons donc bloqué tout contact. Il a essayé de nous joindre plusieurs fois. Dans un message vocal, il menaçait de trancher la gorge de mon partenaire si nous ne le laissions pas venir la voir.
Nous avons contacté la police et à nouveau les services sociaux qui ont reconnu cette fois la maltraitance et nous ont aidés. Quelques mois plus tard, elle est décédée. 24 heures avant sa mort, sur son lit d'hôpital, elle a dit qu'elle pensait que son AVC était de sa faute, qu'il l'avait terrifiée. Elle a confié qu'elle avait essayé de l'aider mais qu'il n'en voulait pas. Puis elle a dit qu'elle le haïssait pour ce qu'il avait fait à sa maison et qu'elle espérait qu'il pourrirait. Il n'est pas venu aux funérailles mais est apparu quelques jours plus tard sur mon lieu de travail, drogué. Pendant ma pause déjeuner, je lui ai parlé un court instant. Il disait qu'elle était tout pour lui, la seule personne qui avait cru en lui, qu'il l'aimait comme une mère et qu'il aurait tout fait pour elle, et qu'elle aurait tout fait pour lui. Il ajoutait qu'il se serait suicidé si elle n'avait pas été là. À ce moment-là, j'ai perdu mon sang-froid. Je lui ai répondu qu'elle le détestait, qu'elle l'avait haï à la fin. J'ai ajouté que, sur son lit de mort, à quelques heures de la fin, la seule fois où elle l'avait mentionné c'était pour dire qu'elle le tenait pour responsable de son AVC. Je lui ai rappelé qu'il l'avait traité comme une moins que rien, qu'il avait détruit sa maison au point qu'elle avait peur d'y retourner même pour faire ses cartons. J'ai fini en disant qu'il aurait mieux fait de se tuer et de laisser tout le monde tranquille, que même ses enfants iraient mieux sans lui. Puis je suis parti. Comme vous l'avez deviné d'après le titre, il l'a fait. Il s'est suicidé le lendemain. Je n'ai raconté cette dernière partie qu'à 2 personnes. L'une m'a dit que je n'avais fait que dire la vérité, l'autre m'a traité de monstre. Je crois que les 2 points de vue sont possibles, mais je ne regrette rien. Je suis une femme dans la vingtaine. Il y a quelques semaines, je suis tombé sur une petite vidéo, un réel, d'une très jeune fille d'une dizaine d'années qui faisait une petite danse. La publication n'avait qu'un seul like et un seul commentaire. Sur son compte, on trouvait d'autres vidéos où elle parlait de ses dents de lait qui devaient encore tomber. Tout de suite, ça m'a rappelé mes propres souvenirs, quand j'avais 11 ans et que j'étais sur Instagram en cachette, sans l'autorisation de mes parents. Je me souviens des messages privés envahis par des inconnus malsains, des photos explicites que je recevais sans arrêt. En voyant son profil, sans aucune mention disant que la page était gérée par des parents, je me suis inquiété. J'ai décidé de signaler son compte. Sur le moment, j'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais je savais que c'était un geste pour la protéger. Puis un autre compte semblable est apparu dans mon fil, et encore un autre. Le fait de consulter leur profil pour deviner leur âge a fini par tromper l'algorithme, qui s'est mis à m'en proposer de plus en plus. Alors j'ai continué à les signaler. À chaque fois, le compte finit par être fermé. En moyenne, j'en vois un par jour. Aucun n'est encadré par un adulte. Je sais que ces enfants ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Pour elles, leurs vidéos ne sont qu'un jeu, un moyen de s'amuser ou de se montrer. Quand leur compte disparaît, elles doivent être tristes, peut-être même se sentir punies sans raison. Mais je préfère qu'elles soient déçues un instant plutôt qu'exposées à ce que j'ai connu. Je repense à mes propres expériences, et je me dis que si quelqu'un avait fait ça pour moi à l'époque, j'aurais été épargné de beaucoup de choses. Avant de commencer, je sais que ce n'est pas quelque chose qui devrait être partagé publiquement et pourtant je le fais, donc si quelqu'un a un problème avec ça, il peut partir dès maintenant. J'ai 20 ans. J'étais chez mon cousin pour quelques jours de vacances et toute la famille ainsi que tous mes cousins étaient là. Comme il y avait beaucoup de monde réuni au même endroit, nous devions partager des chambres pour dormir, ce qui est habituel et que nous faisons chaque année. Cette nuit-là, nous étions 4 dans la même chambre. Moi et ma cousine plus âgée, 25 ans, avions décidé de dormir dans le lit, même si le lit n'était pas très grand, tandis que les 2 autres dormaient de l'autre côté de la chambre. Comme nous étions tous les 2 sur le lit, nous avons eu une conversation tranquille puis nous nous sommes endormis. Après 10 à 20 minutes, j'ai remarqué que son corps tombait sur moi, comme si elle essayait de se rapprocher pendant son sommeil. Au début je n'y ai pas prêté attention. Mais peu à peu, c'est devenu plus évident, par exemple en posant sa jambe sur moi. À ce moment-là, j'avais peur de dire quelque chose car cela aurait réveillé les 2 autres. J'ai compris ce qu'elle essayait de faire, mais j'ai choisi d'ignorer.
Je ne sais pas si j'ai eu tort de ne pas l'arrêter. Maintenant, en y repensant, je me sens mal parce qu'après tout c'est ma cousine et j'aurais dû stopper cela. Mais en même temps, je me dis que je n'ai rien fait de mal, c'était elle. Mon esprit me torture avec ces pensées. J'avais 13 ans quand j'ai trouvé la lettre de suicide de ma mère. Chaque matin, elle lisait la Bible et écrivait dans son journal intime. Un jour, j'ai ouvert ce cahier et j'ai lu qu'elle s'était disputée avec ma sœur, qu'elle en avait assez, et qu'elle allait mettre fin à ses jours. À partir de ce moment, ma vie d'enfant a basculé. Je me suis donné pour mission de la garder en vie. Je lui fabriquais de petits cadeaux en papier de couleur, je préparais des repas, je la complimentais sans cesse pour lui rappeler qu'elle était une bonne mère. Chaque geste était une tentative pour l'empêcher de sombrer. Ça a marché. Aujourd'hui, elle est encore en vie et j'en suis reconnaissante. Mais cette responsabilité que j'ai portée à 13 ans m'a marqué profondément. J'ai grandi avec l'idée que la survie de quelqu'un d'autre dépendait de moi, comme si c'était normal qu'un enfant devienne le filet de sécurité émotionnelle d'un parent. Maintenant adulte, je mesure l'ampleur des dégâts. Cela a façonné ma manière d'aimer, de me comporter dans mes relations et de gérer l'angoisse. Je suis en thérapie depuis 5 ans, et j'ai à peine commencé à effleurer tout ce que cette expérience a laissé en moi. Je sais que je vais probablement me faire critiquer par certains gauchistes, mais voilà. Je vis en Allemagne et depuis 2015, nos frontières sont grandes ouvertes à tout le monde, et vraiment tout le monde. Que les gens soient bons ou mauvais, cela n'a aucune importance. Pendant longtemps, j'ai soutenu ce choix. Je me répétais qu'il était nécessaire d'aider les gens. Je pensais que toute personne qui arrivait ici était une âme dans le besoin et bien sûr, il y en a qui cherchent réellement de l'aide. Mais malheureusement, il y a aussi les autres, ceux qui viennent dans notre pays pour ne rien faire, tuer nos enfants, violer des femmes, et pour aggraver les choses, ce comportement semble être accepté, presque encouragé par notre gouvernement. À chaque fois qu'il y a un meurtre, c'est un migrant. À chaque fois qu'une femme est violée, c'est un migrant. J'en ai assez. Tous les jours, les informations en parlent et personne ne fait rien. C'est devenu si grave que je vis désormais dans un état constant de haine, non seulement envers les immigrés, mais aussi envers notre gouvernement qui, à ce qu'il semble, prend presque plaisir dans ces meurtres et ces viols. Ma haine s'étend maintenant à chaque immigré non allemand, même à ceux qui veulent simplement vivre leur vie, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent améliorer notre pays. Je ne veux pas être comme ça. Je me bats contre cette haine, mais quelque chose semble briser en moi. L'âme gentille et serviable que j'étais autrefois est en train de disparaître peu à peu. Il y a quelque temps j'ai réalisé que ma copine portait une taille de soutien-gorge qui ne lui allait pas. Curieuse, je me suis lancé dans des recherches pour apprendre à la mesurer correctement et trouver des modèles adaptés à sa morphologie. En creusant, je suis tombé sur un subreddit spécialisé. Après avoir pris les mesures, j'ai découvert qu'elle était en réalité du 28 francs français alors qu'elle portait du 32DD depuis des années. Je lui ai acheté quelques soutiens dans la nouvelle taille et elle les a essayés chez nous. J'ai posté des photos d'essayage sur le subreddit pour avoir des retours sur l'ajustement. Au début tout semblait anodin et utile. Puis quelqu'un m'a envoyé un message privé en me demandant si je pouvais lui envoyer des photos de ses seins. J'ai dit non immédiatement. Ma copine et moi en avons ri nerveusement, en pensant que c'était juste un idiot. Quelques heures plus tard, ce même inconnu a proposé 50 $ pour des photos d'elle complètement nue, comprenant une photo où elle tiendrait une feuille avec son pseudo écrit dessus pour prouver l'authenticité. La proposition a choqué ma copine. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un paierait autant simplement pour des photos. Après y avoir réfléchi, l'argent l'a tenté. Nous avons fini par faire plusieurs photos pour ce type, encadrage choisi et avec ses règles sur ce qui était acceptable. L'affaire n'est pas restée figée là. Le client a vite demandé plus, cette fois pour des photos d'elle attachées, les poignets et chevilles liés ensemble avec de la corde. Nous avons commencé à chercher quel type de corde acheter et comment procéder. Avant d'aller plus loin, nous avons parlé longuement.
Nous avons défini nos limites et ce que nous refusions catégoriquement. Nous avons cherché des informations sur la sécurité des liens, les nœuds qui n'étranglent pas, et la manière de libérer rapidement si besoin. Elle a insisté pour garder l'anonymat sur son visage et sur tout élément identifiable. J'ai proposé des protections supplémentaires comme des filigranes, des angles de prise de vue non révélateurs, et l'utilisation d'un nouvel email et d'un compte séparé pour la transaction. Nous avons aussi discuté de la façon dont l'argent serait utilisé et de ce que chacun ressentait vis-à-vis de ce choix. Pendant que nous préparions le matériel et répétions des positions simples sans douleur, j'ai ressenti un mélange d'excitation, de malaise et de responsabilité. Ma copine avait l'impression d'explorer une part de sa sexualité et d'être valorisée, mais elle restait inquiète des risques de diffusion et de jugement. Nous avons convenu d'un mot de sécurité pour arrêter immédiatement si l'un de nous n'était plus à l'aise. J'ai insisté pour que rien ne soit fait sous pression et que nous puissions renoncer sans conséquences financières ou émotionnelles. Finalement, nous avons fait les photos demandées et les avons envoyées. Le client a payé, puis a de nouveau augmenté ses exigences. Cela nous a forcés à reposer la question du consentement et du contrôle. À chaque nouvelle demande, nous avons recomposé la scène de la discussion. Est-ce raisonnable? Est-ce sûr? Est-ce ce que nous voulons vraiment? Parfois l'appât du gain rend la décision plus floue, et il a fallu revenir encore et encore sur nos règles. À la fin, nous avons appris à nous imposer des limites claires et à prioriser notre sécurité émotionnelle. En gros, quand je devenais adulte, j'ai découvert que je ne passais pas à un autre stade concernant l'âge qui m'attirait. Je n'ai jamais commis de crime et je n'en commettrai jamais, mais je me sentais malade d'être attiré par des enfants. À un moment, j'ai décidé de prendre des bloqueurs hormonaux en me présentant comme transgenre, même si je pense être non-binaire, par l'intermédiaire d'un médecin privé. Tout a commencé à aller mieux immédiatement, plus aucune pensée intrusive. Au fil des années, je suis littéralement devenu asexuel. Puis le NHS est intervenu pendant que j'étais suicidaire et a envoyé une équipe psychiatrique à domicile. J'ai donné au psychiatre le nom du médecin privé qui me prescrivait les bloqueurs hormonaux. Le psychiatre du NHS a écrit une lettre à ce médecin, le menaçant de le dénoncer s'il ne cessait pas ses prescriptions, affirmant que le manque de testostérone me rendait dépressif. Le médecin privé n'a eu d'autre choix que d'arrêter. J'ai été sous le choc, je me suis immédiatement retiré des soins de l'équipe psychiatrique et j'ai commencé à chercher des solutions plus permanentes. Je ne vais pas expliquer exactement ce que j'ai fait, mais cela a détruit mes gonades. Cela a aussi causé une infection grave qui a nécessité une opération. Je suis resté avec une neuropathie permanente et d'autres problèmes. Le matin, je suis généralement dans la douleur sans trop savoir pourquoi. Mais pour moi, le problème était résolu. L'opération signifiait plus de testostérone et donc plus d'attirance indésirable. J'ai l'impression d'avoir fait des efforts extrêmes pour m'empêcher de ressentir ces sentiments écœurants et je suis convaincu que j'aurais pu être aidé par une thérapie si celle-ci avait été confidentielle. Si j'avais pu être ouvert à ce sujet, ils auraient peut-être envisagé le traitement que je demandais. J'ai gardé ce secret pendant très longtemps et je ne l'ai confié qu'à un seul membre de ma famille, dans une discussion totalement privée avec mon frère. Il a repoussé cette révélation si loin dans son esprit qu'il l'avait oubliée un an plus tard. J'ai dû lui lâcher une véritable bombe. Je me demande alors si je suis mauvais par nature, si je devrais être rejeté et si c'est vraiment ce que la société devrait pousser des personnes comme moi à faire. J'ai 25 ans et je viens de me marier avec un homme que j'aime profondément, et qui m'aime tout autant. À ses yeux je suis une femme douce, généreuse, travailleuse, et dans l'ensemble c'est vrai. Mais il y a une partie de mon passé que je n'ai jamais osé lui confier, et parfois ce secret me pèse comme une ombre silencieuse. À l'époque de mes études, j'ai traversé une période très difficile. Les frais de scolarité, le logement, la nourriture, tout était hors de ma portée et je n'avais aucun soutien familial. Dans un mélange de désespoir et de peur de devoir tout abandonner, j'ai accepté un travail que je n'aurais jamais imaginé faire, j'ai été escorte pendant un certain temps. Ce n'était pas par plaisir ni par goût de l'aventure, mais simplement pour survivre et payer mes études afin d'obtenir mon diplôme. Les années ont passé.
J'ai terminé mes études, j'ai construit une vie stable et je suis entré dans une relation où je me sens enfin aimé et respecté. Pourtant, il m'arrive de croiser le regard de mon mari et de ressentir une douleur sourde. Il croit que j'ai été une étudiante comme les autres, qu'avec courage et persévérance j'ai traversé les difficultés normales. Il ne sait rien de cette partie de mon histoire. Je n'ose pas lui en parler. J'ai peur que ce soit comme briser quelque chose de précieux, que son amour change de couleur en découvrant cette vérité. J'ai peur qu'il me regarde autrement, qu'il voie dans mon passé une trahison, alors que je n'ai jamais cessé d'être sincère avec lui dans le présent. En même temps, garder le silence me donne parfois l'impression de ne pas être totalement honnête, comme si je cachais une pièce entière de ma vie derrière une porte fermée. Alors je me retrouve dans ce dilemme. Est-ce que l'amour véritable, c'est tout dire, quitte à risquer de perdre le bonheur que nous avons construit? Ou est-ce que protéger notre couple signifie aussi porter ce secret jusqu'à la fin, en mettant toute mon énergie dans ce que je suis aujourd'hui, une épouse loyale et aimante? Chaque jour je me répète que ce passé est derrière moi, que je ne suis plus cette fille obligée de choisir la survie au prix de sa dignité. Mais au fond, la question reste ouverte et me hante encore. J'ai commencé ma carrière dans le marketing à l'âge de 24 ans. J'étais bonne dans mon travail et j'aimais l'entreprise. Mais mon patron, âgé de 43 ans, était un véritable pervers. Il dévorait chaque femme du bureau du regard. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'avais une énorme dette universitaire et je faisais aussi beaucoup d'achats impulsifs, influencés par le monde du glamour. Je vivais de salaire en salaire, sans économie, sans investissement, avec des retards de loyer et cette dette étudiante qui pesait toujours sur moi. Un jour, je parlais de mes difficultés financières au téléphone avec ma meilleure amie et, d'une façon ou d'une autre, mon patron a entendu cette conversation. Petit à petit, il a commencé à me convoquer plus souvent dans son bureau et à essayer de se rapprocher de moi, ce que j'ai évidemment ignoré. Mais un jour, il m'a offert un collier très cher. Même si j'ai refusé, il me l'a donné de force. À partir de ce moment-là, j'ai reçu de jolies robes, de grandes surprises organisées au bureau pour mon anniversaire et des horaires de travail flexibles uniquement pour moi. Je n'étais pas naïve, je comprenais ce qu'il voulait. Comme je n'étais avec personne à cette période, j'ai décidé de répondre à ses avances. Une chose en entraîna une autre, puis un rendez-vous, un verre de vin chez lui et finalement je me suis retrouvé sous lui. J'ai ressenti du dégoût face à mes propres actes, mais les promotions, les augmentations, les cadeaux et les horaires flexibles m'ont gardé dans cette relation. Notre liaison a duré environ 2 ans et, de façon surprenante, sa femme ne s'est jamais doutée de rien. En réalité, ce n'était pas une véritable relation. J'étais seulement sa maîtresse. Il ne m'invitait à sortir que lorsqu'il en avait envie, sinon je n'étais qu'une employée comme les autres. J'ai quitté cette entreprise l'année dernière au poste de directrice générale et j'ai rejoint une autre multinationale comme vice-présidente junior. Même si je suis compétente dans mon travail, je sais que je ne mérite pas ce poste à un si jeune âge, car 90% de mes promotions ne venaient pas de mon travail acharné, mais du fait que j'étais sa maîtresse. Chaque fois que je vois mes amis partager leur réussite sur les réseaux, je ressens un poids étrange. Un nouveau travail, un nouvel appartement, une relation qui commence bien, des voyages ou même des paris gagnés, aussitôt, j'ai l'impression de rester sur place, d'être en retard par rapport à eux. Je me répète que je devrais me réjouir pour eux, mais au lieu de ça je me laisse entraîner dans des pensées sombres, que j'ai perdu du temps, que je n'arriverai jamais à leur niveau. C'est épuisant. Même lorsque quelque chose de positif m'arrive, je n'arrive pas vraiment à savourer le moment. Mon esprit s'empresse de comparer, de minimiser, ce n'est pas aussi bien que ce que les autres ont, ça ne durera pas, ou ce n'est pas suffisant. Je sais que la comparaison fait partie de la nature humaine, que tout le monde la vit à sa façon. Mais pour moi, c'est devenu un réflexe automatique, comme un poison silencieux. Je n'ai même plus besoin d'y penser, la comparaison surgit toute seule et laisse derrière elle une amertume que je n'aime pas, une impression d'être plus spectatrice qu'actrice de ma propre vie. Parfois je me demande ce que je perdrais si j'arrivais à me concentrer uniquement sur mon chemin à moi,
sans regarder constamment celui des autres. Peut-être que je redécouvrirai la valeur de mes propres victoires, aussi modestes soient-elles. Pour l'instant, je lutte encore avec ce réflexe, et je rêve du jour où je pourrai regarder autour de moi sans ressentir ce vide intérieur. Je crois que je suis trop curieux. J'ai remarqué que l'homme assis à côté de moi lisait des papiers, tout en feignant de continuer à regarder un film, j'ai jeté quelques coups d'œil. Peu à peu, j'ai commencé à reconstituer une histoire et j'ai fini par me sentir mal pour lui. D'abord, il tenait un courriel imprimé d'une clinique qui mentionnait une dette d'environ $600 pour un rendez-vous. Ma curiosité s'est éveillée. Ensuite, il a sorti une feuille avec des chiffres écrits à la main. Le même montant apparaissait, ajouté à d'autres dépenses qui atteignaient près de $5 000. On y parlait d'examen et d'une opération. Un peu plus loin sur la page, d'autres frais étaient ajoutés, cette fois le total montait à $42 000. L'homme a alors sorti son téléphone et s'est mis à parcourir ses photos et captures d'écran. L'une d'elles montrait des médicaments à base de curcuma, et il zoomait sur les prix, autour de $50. J'avais déjà entendu des discussions sur l'usage du curcuma contre le cancer, et cette association m'a fait craindre le pire. Il a ensuite fait défiler des captures d'écran de conversation avec ChatGPT. À ce moment-là, j'essayais de ne pas paraître trop intéressé, mais j'étais déjà happé. Les échanges concernaient des rechutes de cancer, avec des questions sur la fréquence de ce genre de retour après 8 ans de rémission. Puis une dernière image est apparue, un rapport médical contenant son numéro de dossier, quelques notes, et enfin ce mot terrible, un diagnostic de cancer. Après cela, il a ouvert une annonce pour un appartement à louer au Royaume-Uni. J'ai pensé qu'il envisageait peut-être de déménager pour bénéficier d'un système de santé gratuit. Toute la scène me semblait irréelle, comme la lecture d'un roman sombre dont le protagoniste se trouvait à quelques centimètres de moi. Je l'ai revu plus tard au moment de récupérer les bagages et j'ai pensé à lui adresser un mot, à lui souhaiter que tout aille bien. Mais je craignais de paraître intrusif, alors je n'ai rien dit. Je suis simplement parti, en espérant de tout cœur qu'il s'en sorte. C'est probablement étrange mais j'ai besoin de le sortir de ma tête. En 2013, j'ai payé une escorte avec 3 bitcoins. À l'époque, cela valait environ $300 au total, donc cela me semblait être une transaction raisonnable. Le problème, c'est que je continue à consulter régulièrement cette adresse Bitcoin. Je le fais depuis 11 ans maintenant. Pendant tout ce temps, les Bitcoins sont restés là, intouchés. Elle ne savait probablement pas ce que c'était ni comment y accéder. Récemment, j'ai remarqué un mouvement sur l'adresse. Elle transfère de petites sommes vers Coinbase, sans doute parce qu'elle a enfin compris comment les encaisser. 3 bitcoins valent aujourd'hui environ $350 000. Pendant des années, j'ai observé cette adresse en me demandant si elle réalisait ce qu'elle possédait. Une partie de moi espérait qu'elle les oublie complètement, pour que je n'ai pas à repenser à cet argent. Mais maintenant qu'elle encaisse, je n'arrive plus à m'empêcher de vérifier le Blockchain Explorer. C'est comme regarder quelqu'un gagner à la loterie avec de l'argent qui fut autrefois le mien. Le pire, c'est que je n'ai plus aucun bitcoin aujourd'hui. Je les ai tous dépensés à l'époque comme si c'était de l'argent de jeu, sans jamais vraiment suivre mes transactions. Je ne me préoccupais ni des impôts ni des registres, et maintenant, en voyant ce que j'ai laissé filer, je réalise à quel point j'ai mal géré tout cela. Elle ne se souvient probablement même pas de moi, mais elle est en train de devenir $350 000 plus riche grâce à une transaction que j'ai faite il y a plus de 10 ans. Je sais que ce n'est pas sain, mais je n'arrive pas à arrêter de suivre cette adresse. C'est devenu une obsession étrange autour de ce qui aurait pu être. La pensée que j'aurais pu avoir tellement plus d'argent si je n'avais pas tout dépensé pour des choses futiles me ronge. Pourtant, j'ai fait quelques progrès depuis. Aujourd'hui je tiens bien mieux mes comptes parce que je ne veux pas que le même genre de regret me rattrape à nouveau. En utilisant des outils comme Awacantax, c'est moins pénible car il rassemble automatiquement mes portefeuilles et mes échanges. Ce n'est pas une manière de réparer le passé, mais au moins je n'ai plus besoin de vérifier compulsivement une vieille adresse pour me rappeler ce que j'ai perdu.
Je me demande si d'autres personnes ont aussi des décisions financières passées auxquelles elles n'arrêtent pas de penser. Cela me dévore et je ne sais pas comment tourner la page. Je sais que cela va probablement me faire passer pour un fou amoureux des chats, mais cette situation m'empêche réellement de dormir. L'hiver dernier, un chat tigré orange a commencé à apparaître sur mon perron. Il avait l'air absolument misérable, super maigre, le pelage emmêlé, toute l'image de la détresse. J'ai eu pitié de lui et j'ai commencé à lui laisser de la nourriture bon marché achetée dans un magasin à bas prix. J'ai découvert que ce chat appartenait en fait à mes voisins, 2 maisons plus loin. Mais ces gens sont de terribles propriétaires. Ils le laissent dehors par tous les temps, je ne les ai jamais vus jouer avec lui ni même le caresser, et je ne suis même pas sûr qu'ils le nourrissent régulièrement, car il arrivait toujours affamé chez moi. Aujourd'hui, ce chat vit pratiquement avec moi. Il dort sur mon canapé, me suit partout dans la maison, ronronne sans arrêt et s'excite quand je rentre du travail. Mon appartement ressemble désormais davantage à sa maison qu'à la mienne. Le problème, c'est que mes voisins ont commencé à placarder des affiches de « chat perdu » dans le quartier avec sa photo. Ils demandent aux gens de vérifier leur garage et leur cabanon. Pendant ce temps, il est littéralement en train de faire la sieste sur mon plan de travail. Je sais que je devrais probablement leur dire où il est, mais la vérité est qu'il est tellement plus heureux ici. Avant, il n'était que peau et os, et maintenant c'est un petit costaud épanoui qui a cette manie adorable de m'apporter sa souris en peluche quand j'ai passé une mauvaise journée. En même temps, j'ai l'impression d'être un fou qui a volé l'animal de quelqu'un, même si ce quelqu'un le négligeait. Et si, au fond, il tenait à lui mais ne savait simplement pas comment s'en occuper? Et si, depuis tout ce temps, il le cherchait et que je n'étais qu'une personne étrange qui a kidnappé leur chat? Le pire, c'est que je m'attache de plus en plus et que je ne veux pas le rendre, même si c'est ce que je devrais faire. J'ai déjà dépensé environ 400 $ en frais de vétérinaire, en nourriture de qualité, en jouets, en griffoirs et tout le nécessaire. Cela n'a pas vraiment entamé mon budget puisque j'avais mis un peu d'argent de côté grâce à un gain sur steak, mais je ne pouvais pas simplement le voir souffrir. Alors je me demande, suis-je une terrible personne, ou bien sont-ce eux les mauvais maîtres? Je suis un homme de 39 ans et j'ai été la dernière personne à tenir ma fille de 7 semaines dans mes bras, avant de la retrouver morte à côté de moi sur le canapé. Quand j'ai appris que nous allions avoir un autre enfant, si proche en âge de notre première, j'étais nerveux. Nous avions déjà du mal à nous en sortir. Mais j'avais toujours voulu plus d'un enfant. Quand j'ai su que ce serait encore une fille, j'ai accepté l'idée d'être un père de fille et j'ai commencé à planifier. Nous avions donné toutes les affaires de notre première fille, la poussette, le siège auto, le parc, tout. Nous avons dû tout racheter. C'était stressant. Notre plan d'accouchement est tombé à l'eau la dernière semaine de la grossesse. Le bébé était en siège, on a tenté une manœuvre pour la retourner, cela a marché puis elle s'est de nouveau retournée. Il a fallu une césarienne d'urgence. C'était le deuxième moment le plus terrifiant de ma vie. J'ai vu l'équipe emmener ma femme et je suis resté seul dans la salle d'attente. Les 5 minutes les plus longues de ma vie ont passé avant qu'on m'emmène en salle de préparation. Quand je suis entré dans la salle d'opération, ma femme était en train d'être opérée et elle m'a supplié d'aller voir notre bébé. C'était une fille en bonne santé. Nous l'avons appelée Phoenix. Nous sommes rentrés à la maison et avons commencé la routine avec notre aîné de 2 ans, qui ne s'attendait pas à avoir un bébé dans la maison. Ces 7 semaines ont été les plus dures, les plus stressantes, épuisantes et magnifiques de ma vie. J'étais éreinté. Ma femme se remettait de la chirurgie d'urgence et faisait ce qu'elle pouvait, mais la convalescence était difficile. Notre aîné supportait mal l'attention que Phoenix recevait. Je m'occupais donc du tout petit toute la journée et toute la nuit, couche, repas, sieste, bain, coucher. Je changeais aussi les couches de Phoenix entre-temps. Ma mère est venue de loin pour nous aider. Elle était une bénédiction. Elle nettoyait, préparait les repas, s'occupait de notre aîné pendant que nous faisions des courses avec Phoenix. Elle faisait tout ce dont nous avions besoin.
Ma femme a commencé à faire une dépression postpartum comme pour notre première. Elle tirait son lait mais n'arrivait pas à suivre l'appétit de Phénix. Pendant ce temps, je brûlais la chandelle par les deux bouts. Après avoir mis la grande au lit, je venais passer du temps avec Phénix pour soulager ma femme quand ma mère allait dormir. Puis est venu le soir où ma vie s'est effondrée. Celui qui me hante et que je n'arrive pas à sortir de ma tête. Ce soir-là, tout semblait normal. J'ai fait le dîner, donné le bain à l'aînée, raconté une histoire, je me suis allongé avec elle car depuis qu'elle a un lit de grand je dois rester jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et bien sûr je me suis endormi aussi. Je me suis réveillé à 22h30, suis allé dehors fumer un joint et une cigarette. Quand je suis rentré, ma mère m'a dit qu'elle venait de nourrir Phénix, qui était dans le parc. Ma mère est ensuite allée se coucher. Ma femme et moi dormions sur le canapé. Phénix et ma femme luttaient contre un rhume depuis plusieurs jours. Nous essayions d'aspirer le mucus pour l'aider à respirer. Phénix n'était pas de bonne humeur et pleurnichait dans le parc, elle aimait être tenue dans les bras. Son surnom était Velcro. Alors je l'ai prise, je l'ai nourrie et je l'ai allongée sur ma poitrine, sur le canapé. Il était environ 23 heures. Elle était couchée face contre ma poitrine comme chaque nuit. Cette fois, je me suis endormi aussi. Ma femme nous a vus endormis tous les deux et a pensé qu'elle devrait mettre Phénix dans le parc. Elle s'est dit qu'elle serait bien quelques minutes de plus et elle s'est endormie à son tour. À minuit 30, je me suis réveillé en sursaut, comme souvent pour boire de l'eau ou manger. Je me suis levé, j'ai réveillé ma femme. Nous nous sommes regardés et elle a vu notre fille face contre moi. Elle s'est précipitée et l'a attrapée. Elle était molle. Elle l'a retournée et son visage était gris, avec du vomi blanc sur la bouche. Elle a crié de panique. Nous l'avons emmenée sur la table de la cuisine. J'ai demandé à ma femme d'appeler les secours et elle a crié pour ma mère. J'ai pris Phénix, elle était chaude, molle, sans réaction. Je connais la réanimation. J'ai suivi la formation une quinzaine de fois. J'ai commencé la RCP, compression thoracique et bouche à bouche. Je me disais que je savais faire, que je devais la ramener. J'ai soufflé de l'air dans sa poitrine, j'ai compressé, cela donnait l'impression de l'écraser. Pas de réponse. J'ai continué. Du vomi est sorti de son nez et de sa bouche. J'ai cru qu'elle respirait, j'ai baissé la tête. Elle ne respirait pas. J'ai ouvert ses yeux. Elle était partie. J'ai continué. Les secours sont arrivés et ont emmené ma femme et moi dehors, en état de choc. Elle était partie. Nous avons perdu notre Phénix. Elle est morte dans mes bras. Je me suis endormi avec elle et je l'ai tuée. Je veux mourir chaque jour. J'étais censé la protéger. On me dit que ce n'était pas ma faute, mais tout le monde est simplement gentil pour que je ne laisse pas ma première fille sans père. Un jour je devrais lui dire pourquoi elle n'a pas de petite sœur et je redoute ce moment. Je ne sais pas si je peux être le père qu'elle mérite. Pourquoi me suis-je endormi? Je n'aurais pas dû m'endormir. J'étais le protecteur. Je suis brisé. C'est difficile d'aller bien. Les gens me demandent comment je vais et je n'ai pas envie de répondre. Au magasin, on me demande comment va ma journée. Dois-je mentir? Je n'ai pas envie de mentir. J'ai envie de dire que je veux mourir parce que je pense avoir tué ma fille. Mais je ne peux pas mourir parce que ma première fille a besoin d'un père. Quand j'avais 10 ans, mon père a surpris mon oncle en train de revivre une sorte de souvenir de guerre du Vietnam. Il avait attaché sa belle-fille, une fillette de 10 ans à moitié vietnamienne, et il la torturait. La scène était incompréhensible pour un enfant de mon âge. Mon grand-père est intervenu, mais d'une manière que je n'ai jamais pu oublier. Il a forcé mon frère et moi à rester là, immobiles, et à assister à ce qui allait suivre. Nous avons vu mon grand-père tuer mon oncle, puis retourner l'arme contre lui-même. À cet instant, mon corps a réagi avant ma tête. J'ai uriné de peur et, dans ce chaos, la première inquiétude qui m'a traversé l'esprit n'a pas été la mort, ni la violence,
mais l'idée que mon frère se moque de moi pour ça. C'est resté gravé. 40 ans plus tard, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ma réaction a été celle-là. Comme si, face à l'horreur absolue, mon esprit s'était réfugié dans une peur banale, presque enfantine, pour éviter de regarder en face ce qui était trop lourd à supporter. J'ai longtemps porté cette confusion, sans vraiment trouver de sens. Je me demande ce que cette scène a façonné en moi, dans ma manière d'affronter la peur et dans mon silence d'adulte. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.